Bonjour, bienvenue à ce nouvel entretien de notre série intitulée « 12 lois qui ont marqué le Québec ». Alors qu'on amorce notre deuxième saison, on a décidé de faire les choses en grand en mettant à l'honneur une loi incontournable de notre histoire, une loi qui a profondément transformé la société québécoise. Elle a été adoptée officiellement par le gouvernement de René Lévesque le 26 août 1977. Elle fait de la langue française la langue officielle du Québec. Vous l'avez deviné, la Charte de la langue française, ou si vous préférez, la Loi 101. Encore aujourd'hui, la Loi 101 fait partie du débat public et on s'y réfère régulièrement, que ce soit en chambre, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas beaucoup de lois dans notre histoire qui ont été autant polarisantes, parce qu'il y en a qui la vénèrent, mais il y en a aussi qui la détestent. Pour bon nombre de Québécois, c'est une loi fondatrice de l'identité québécoise et la base de toutes les politiques linguistiques. Alors que pour ceux qui ne l'apprécient pas, c'est une loi qu'ils considèrent être discriminatoire à l'égard des minorités anglophones et allophones. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada a rendu 10 jugements depuis 1977 et 80% du temps, ça a été soit pour réduire la portée des articles de la loi ou encore pour les invalider. Et si on compare ça avec la Cour supérieure du Québec, eux aussi, ils ont rendu 28 jugements et là-dessus, il y en a 22 qui ont restreint la portée des dispositions de la Charte. Pourtant, aux yeux de Camille Lorrain, le père de la Loi 101, la Charte de la langue française, c'était plus qu'une simple loi linguistique, c'était un outil d'émancipation des Québécois. C'était une façon, un levier, nous permettant d'atteindre plus de pouvoir économique et politique. Et disons que le pari a été relevé, même si les défis auxquels est confronté le Québec sont encore très nombreux aujourd'hui. Mais au-delà de la loi, j'ai envie aussi de vous parler de l'importance de la langue française au Québec. Et permettez-moi de citer un grand linguiste, Jean-Claude Corbeil, qui dit que la langue, c'est plus qu'un outil de communication. Elle joue aussi un rôle important de cohésion sociale en créant des solidarités et des connivences entre les individus. Elle symbolise aussi et matérialise l'appartenance à une société, à une culture originale, différente des autres, mais tout aussi riche et digne de respect. Et pour nous parler de la Loi 101 aujourd'hui, on a invité un avocat, il est spécialiste des questions linguistiques, il a rédigé 2 ouvrages concernant la Loi 101. Il est aussi fonctionnaire, il a été conseiller de l'ancien ministre de la langue française, Simon Jolin Barrette, quant à l'élaboration du projet de loi 96. Et puis depuis 2002, il est aussi directeur des orientations concernant la Charte au ministère de la langue française. Mesdames et messieurs, accueillons Maître Éric Poirier. Bonjour, Éric. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Aux 12 lois qui ont marqué le Québec. Avant de commencer, j'aimerais savoir comment la question de la langue française, elle s'est inscrite au cœur de votre vie professionnelle. Bon, professionnel, ça s'est fait un peu par hasard là, d'un contrat à un autre, mais je peux vous dire que ce qui m'a amené à m'intéresser à la Charte de la langue française, c'est que j'ai grandi en Ontario, de parents franco-ontariens. Donc, je suis franco-ontarien d'origine. Et vous savez, les écoles franco-ontariennes ont dans leur mandat de partager avec les élèves l'importance du français, de protéger la langue, etc. Et on me répétait constamment, demande ton service en français, demande au gouvernement de t'envoyer des papiers en français, demande d'être servi en français dans les commerces. Puis on dirait que je voyais pas le bout de tout ça. Puis un jour, à la fin de mon école secondaire, j'ai appris l'existence de la Charte de la langue française, puis ça m'a comme jeté par terre. Je me suis dit, il est possible d'affirmer
que le français a droit de citer sur un territoire. J'avais jamais vu ça avant. Ça m'était resté dans la tête, cette idée du concept, de l'idée de la Charte de la langue française, l'affirmation du français sur un territoire à l'aide d'un État. Puis c'est beaucoup plus tard, donc j'ai pas décidé que j'allais travailler sur la Charte de la langue française quand j'avais 17-18 ans, je vous rassure. C'est beaucoup plus tard que j'ai eu l'occasion de poursuivre des études supérieures. Puis là, j'ai pris le sujet de la Charte de la langue française. Puis là, de fil en aiguille, je suis venu à y travailler. Et depuis quand vous habitez au Québec, juste pour savoir? Cette année, ça va faire, c'est peut-être un heureux hasard, mais cette année, ça va faire plus de la moitié de ma vie que je suis au Québec. Ah! Ouais. Bienvenue. Quand même. Notre rapport, le rapport des Québécois francophones à la langue française, il a évolué beaucoup au fil du temps. On n'avait pas le même rapport à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Quel genre de rapport on avait à la langue? Oui, évidemment. J'aime dire parfois que dès 1867, donc dès la formation de la Fédération canadienne, la Charte de la langue française était juridiquement possible. Donc, la loi constitutionnelle de 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, scinde la souveraineté en 2 parlements, des compétences à Québec, des compétences à Ottawa. Déjà, là, c'était juridiquement possible, mais politiquement, complètement impensable. En 1867, puis dans les années qui suivent, les francophones se définissent comme Canadiens français, une minorité qui demande le respect de ses droits. Jamais il serait venu à l'idée des habitants du Québec de dire on va saisir l'État québécois puis on va affirmer le français sur le territoire du Québec. C'était juste politiquement impensable. C'est que plus tard, avec la transformation de l'identité canadienne, il faut dire qu'il y a beaucoup d'événements qui ont aidé la transformation de cette identité et de la perception des Québécois, de la perception que les Québécois ont d'eux-mêmes. Donc, on est parti d'une conception binationale du Canada. Puis là, comme on sait, les écoles franco-catholiques ont été interdites au Nouveau-Brunswick, 1871, dans ce coin-là. Les écoles franco-catholiques au Manitoba en 1890. L'enseignement en français est interdit en Ontario en 1912. Donc là, il y a comme un bouillonnement tranquillement qui nous mène où j'aime aussi donner l'exemple de la crise de la conscription en 1944. Donc, tout le Canada français vote contre la conscription. Ouais. Le Canada anglais vote essentiellement pour la conscription, à peu près 80-80. Et là, il y a la fondation du Bloc populaire canadien. C'est la première fois, selon des auteurs, avec le Bloc populaire canadien, que des intellectuels proposent un programme assis sur les compétences du Parlement du Québec. Là. On va affirmer quelque chose parce qu'on constate qu'on est différent dans ce pays, mais on a un État. Pourquoi on ne l'utilise pas davantage? Puis c'est, en tout cas, de fil en aiguille, ce que j'essaie de démontrer, c'est que alors que c'était impensable en 1867, alors que c'était juridiquement possible, il a dû avoir un long chemin, il y a une transformation des mentalités, il y a une transformation du rapport que les Québécois avaient avec eux-mêmes, avec la langue, etc. Et là, ça devient pensable beaucoup plus tard, les années 60-70. En même temps, il n'y a pas de... Oui, on va intervenir sur la question de la langue avant les années 60, mais il n'y a pas véritablement de loi qu'on qualifierait de linguistique avant la loi 63, là, dans les années 60. Oui, donc c'est ça. Donc, il y a eu des interventions ponctuelles. Les timbres, entre autres. Oui, c'est ça. Donc, les Canadiens français qui revendiquent leurs droits au Canada. On veut des timbres bilingues, on veut la monnaie bilingue, on veut des chèques bilingues. On aimerait ça que le gouvernement fédéral mette un peu de français dans son affichage. Donc, ça, c'est quand les Québécois ou les Canadiens français sont tournés vers Ottawa. Mais même lorsqu'ils sont tournés vers Québec, vous avez peut-être entendu parler de la loi Lavergne. Au début du siècle. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite modification au Code civil du Québec pour demander à ce que les compagnies de chemin de fer, les compagnies maritimes, partagent l'information en français. Pas exclusivement en français, mais que les billets de train soient au moins bilingues. Donc, ce que je veux dire, c'est que autant quand les Québécois se tournent vers Ottawa que vers Québec, ils demandent à ce que le français soit présent, mais jamais de façon structurée pour l'affirmer sur un territoire. Puis, à partir des années 1960, si on pense au début des années 60, c'est la grande époque où on ne parle pas nécessairement de la protection de la langue française, mais plus de bien le parler. C'est le moment où il y a les insolences du frère Untel, par exemple, qui sort, et là, on s'intéresse à la question du joual. Et ensuite, il va y avoir 3 commissions
d'enquête. Il va y avoir la commission Parent, la commission Lorado-Dunton et la commission Gendron en 1968. Et là, c'est la secousse sismique. Et qu'est-ce qui nous secoue tant dans ce qu'on nous révèle? C'est comme si on se rend compte de façon documentée, les Québécois prennent conscience de leur situation. Donc, la commission parents, ça ne portait pas sur la langue, que peut-être incidemment, là, c'était sur l'accès à l'éducation, comment scolariser davantage de personnes. Et c'est Guy Rocher qui raconte ça. Guy Rocher raconte que les commissaires, à un moment donné, apprennent que il se pourrait que les écoles anglaises de Montréal servent à intégrer les immigrants, les nouveaux arrivants, en anglais. Puis là, Guy Rocher dit, là, on demande aux commissions scolaires, est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce que vous avez des statistiques? Tout le monde répond non. Puis c'est un fonctionnaire qui va couler de l'information. Donc, c'est Guy Rocher qui raconte ça. Donc, secrètement, coule de l'information. Et oui, il y avait des données. Et on constate qu'il y a seulement 29% dans les écoles anglophones catholiques, seulement 29% des élèves sont d'origine britannique. Donc là, et ça apparaît dans le rapport parent. Donc, le rapport parent ne fait pas de recommandations sur la langue, parce que les commissaires s'entendaient pas, parce que c'était pas dans le mandat. Mais Guy Rocher explique, j'ai réussi à gagner la bataille de, on va avoir une mention dans le rapport parent sur cette problématique-là. Et c'est la première fois dans l'histoire du Québec que c'est documenté. Donc là, on constate que il y a un problème avec l'intégration des nouveaux arrivants. Ça, c'est parents. Lorado-Dunton, il y a des statistiques où tout d'un coup, on apprend que le groupe francophone est au 12e rang des groupes en termes de revenus. Donc, c'est comme la prolétarisation des francophones. Je veux dire, il y a un coin en Amérique où les francophones sont majoritaires, puis ils sont au 12e rang. Donc, après, évidemment, les Britanniques, etc. J'ai d'ailleurs la statistique, c'est incroyable. Je veux dire, au Québec, donc, au moment de la commission Lorado-Dunton, on commence en 63, les unilingues anglophones ont un revenu moyen de 5 500 $. Et si on compare de 5 500 s'ils sont unilingues anglophones, les bilingues, c'est moins, 4 772, et les francophones unilingues, 3 100 $, ce qui veut dire 40% d'écart entre un unilingue anglophone et francophone. Et ça vaut même plus la peine d'être unilingue que d'être bilingue. Donc c'est ça, c'est pendant des années, faut bien parler français, faut bien parler français. Là, peut-être que si les nouveaux arrivants veulent pas apprendre le français, c'est peut-être parce que vous parlez pas bien français. Et là, ces trois commissions-là nous disent les institutions anglophones attirent presque la totalité des nouveaux arrivants. Le groupe francophone est prolétarisé sur son propre territoire. Et troisièmement, avec la commission Gendron, on constate que le français, c'est la langue des petits emplois, des gens peu scolarisés, puis que la langue de la décision dans l'entreprise au Québec, c'est l'anglais. Donc, comment voulez-vous attirer les gens vers la langue française si la langue française vous amène dans un cul-de-sac financier? Et là, il y a une crise qui va précipiter les choses, justement, où il va y avoir la commission Gendron en raison des débuts de cette crise des écoles de Saint-Léonard, donc en banlieue de Montréal, et qui va forcer le gouvernement de l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand à faire voter une loi, qui va être la loi 63, première loi linguistique. Alors, qu'est-ce qui se passe, en résumé, exactement à Saint-Léonard? Bon, en résumé, en fait, premièrement, je devrais conseiller à tout le monde d'aller écouter le documentaire sur la crise de Saint-Léonard qui va paraître au mois d'octobre. La bataille de Saint-Léonard, je suis allé voir la bande-annonce récemment, puis ça a l'air excellent. Mais donc, la partie promotion cinéma. Donc, je ne prétendrai pas mieux expliquer la bataille de Saint-Léonard que d'autres gens qui sont probablement ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, grosso modo, il y a à Saint-Léonard, donc au nord-est de Montréal, il y a une très forte communauté italienne qui tend très fortement à envoyer ses enfants à l'école anglophone. Et là, il y a des commissaires scolaires parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, Québec ne légifère pas. Le choix des parents d'envoyer leurs enfants à l'école en français ou à l'école en anglais vient structurer la politique linguistique du Québec. Donc, le gouvernement du Québec est complètement là, à la remorque des décisions individuelles des parents pour construire sa politique linguistique. Donc, il y a des commissaires scolaires qui disent, si Québec prend pas le taureau par les cornes, nous, on va adopter une résolution pour dire que l'enseignement se donne en français sur notre territoire. Il faut dire qu'il y avait aussi eu une décision de transformer, parce que la demande pour l'école en anglais était tellement forte que la commission scolaire avait décidé de transformer une école francophone en école anglophone. Et donc, les francophones qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école française devaient envoyer leurs enfants plus loin. Donc, vous voyez, c'est comme
le sentiment d'expropriation là, un peu sur son propre territoire, ça ne pouvait qu'exploser. Là. Et donc là, on est à la fin des années 60, 68, 69. Il va y avoir des émeutes, la police va devoir intervenir. Donc, il y a des images là, assez bouleversantes là, sur cette période-là. Et évidemment, ça force le gouvernement du Québec à prendre ses responsabilités d'une certaine manière. Le gouvernement du Québec intervient de façon à préserver le statu quo. Donc, la loi 63, on dit souvent que c'est la première loi linguistique, mais on pourrait en débattre parce que c'est pas vraiment une loi linguistique. C'est une loi qui a 3-4 articles qui modifient d'autres lois. Ça parle surtout des écoles, essentiellement. C'est ça. Il y a une disposition sur les écoles qui vient modifier la loi sur l'instruction publique. Il y a une loi qui vient modifier la loi sur le ministère de l'Éducation, un article. Donc, c'est vraiment quelques articles, ça tient sur une page et demie, qui vient modifier d'autres lois. Donc, c'est pas vraiment là, une réflexion. C'est pas vraiment une politique d'aménagement linguistique. Si on vient éteindre un feu... on l'éteint pas, mais on l'éteint pas du tout, puisque là, on dit le libre choix. Les gens ont le libre choix des écoles, ils l'envoient où ils veulent, et là, ça provoque la colère des francophones à un tel point que le gouvernement de l'Union nationale va perdre ses élections. Vous avez raison. Donc, c'est une tentative de mettre le couvercle sur la marmite, mais la marmite, manifestement, saute. Et d'ailleurs, est-ce que vous diriez que la crise de Saint-Léonard, c'est un peu le moment où la question linguistique devient politique au Québec? En fait, c'est le moment où... Parce que ça va créer une chaîne d'événements ensuite de ça. Là. Une fois que le gouvernement de l'Union nationale adopte sa loi 63, grosse réaction, puis là, ça force tous les partis politiques à se positionner par rapport à ça, au Parti québécois naissant, mais aussi au Parti libéral. Puis c'est ce qui mène, en fait, à l'adoption de la loi 22, quelques années plus tard, et enfin à la loi 101, quelques années plus tard. Donc, c'est vraiment cet événement-là qui fait... Donc, on comprend qu'il y avait beaucoup d'énergie réprimée. Là. C'est comme l'événement qui est comme un déclencheur. Puis ensuite de ça, tout le monde doit se positionner par rapport à ça. Puis, tu sais, je vous dirais là, que même, c'est plus large que la langue. Là. Je veux dire, oui, c'est une loi linguistique, mais ça nous mène, on pourrait quasiment parler de la séquence, là, on pourrait mettre dans cette séquence-là la loi 63, la loi 22, la loi 101, mais aussi l'élection du Parti québécois, le référendum, le rapatriement constitutionnel. Cet événement-là va créer une réaction en chaîne. Puis donc, cette loi 22, la loi 22 que va faire voter le gouvernement Bourassa en 74, elle aussi, elle fait du français la langue officielle. Oui, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'on le déclarait. Mais en quoi elle se différencie vraiment de la loi 101, par exemple? Moi, je dirais que c'est vraiment notre première loi linguistique. Là. On pourrait en débattre là, de la loi 63. Là, je pense qu'on ne réglera pas ça ici devant nos auditeurs. Je vous le concède, c'est pas une loi linguistique. Mais la loi 22, c'est la première fois qu'on codifie, là, on rassemble dans un même texte des trucs qui étaient éparpillés un peu partout, avec une réflexion d'ensemble. Donc, c'est notre première politique d'aménagement linguistique, si on veut. Elle est beaucoup plus substantielle. Là, de mémoire, ça fait 120, 123 articles. Ça déclare le français langue officielle, langue de l'administration, langue de l'affichage, langue du travail, langue de l'enseignement, transformation de l'Office de la langue française qui existait déjà en Régie de la langue française. Donc, on avait une Régie de la langue française de 1974 à 1977. Mais si elle est très différente de la Charte de la langue française, c'est qu'elle déclare le français langue officielle. Donc, on a le premier article, le français est la langue officielle. Mais ensuite, on descend dans la loi. Tous les services publics sont offerts en anglais et doivent être offerts en français et en anglais, au choix de la personne qui le demande. L'affichage bilingue. Et la disposition sur l'enseignement qui va nous amener finalement à la Charte de la langue française. Et donc, on encourage. Je pense que c'est une loi où on dit, il devrait y avoir plus de français, mais dans les faits, il n'y a pas d'amende qui est donnée, etc. Sur la langue d'enseignement, je ne veux pas jeter la pierre, là, mais sur la langue de l'enseignement, ce que ça disait, c'est comme une tentative d'encadrer l'accès à l'école anglaise en disant que seuls les anglophones pourront y aller. Donc, les anglophones auront droit à leurs institutions, puis tous les autres devront aller à l'école française, mais c'est le critère qui est choisi. C'est pour avoir l'enseignement dans une langue, il faut en avoir la connaissance suffisante. Donc, l'article 41, là, en deux, vous irez lire ça si ça vous intéresse. Là. C'est assez, ça, c'est l'avocat qui parle. Oui, mais c'est comme en 2 alinéas. Le premier alinéa, c'est pour recevoir l'enseignement dans une langue, il faut en avoir la connaissance suffisante. Puis la deuxième alinéa, c'est si vous avez la connaissance d'aucune des langues, vous allez aller en français. C'est ça que ça dit.
Donc là, c'est le critère de la connaissance suffisante. Puis ce que ça va faire, c'est que là, les commissions scolaires vont tester. Donc, ils vont mettre sur pied des tests pour tester de jeunes enfants de 5 ans, 6 ans, pour savoir s'ils ont la connaissance suffisante pour aller à l'école en anglais. Ouais. Et là, on va voir là, des publicités. Vous souhaitez que votre enfant ait à l'école anglaise? Venez nous voir. Nous allons les pratiquer. Nous allons les former pour être en mesure de passer l'examen. Donc, tu sais, ça laisse place à l'arbitraire, disons. Et vous l'avez dit, hein, ça force ce qui s'est passé, la loi 63, la crise des écoles à Saint-Léonard, ça force tous les partis à se positionner. Est-ce qu'en 70, quand le gouvernement, pas le gouvernement, mais le Parti québécois fait élire 7 députés, notamment Camille Lorrain, est-ce qu'il a déjà, à ce moment-là, une idée très précise de la politique linguistique qu'il voudrait mettre en place? Bien, très précise, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire très précise, mais quand on regarde les programmes, donc le programme du Parti québécois de 1970, celui de 1973 et celui de 1976, tout est à peu près là, mais de façon vague. Donc, dans le programme de 1970, donc là, on est longtemps avant la loi 22, qui déclare pour la première fois le français langue officielle. C'est déjà écrit. Il va y avoir une seule langue officielle. On va intervenir sur la langue de l'État, les municipalités, l'enseignement, l'affichage, le travail, l'entreprise. Il va y avoir des sanctions. On dit même qu'on va intervenir sur les cégeps et les universités. Donc, on va financer selon le poids démographique des anglophones. Donc, tout est déjà là dans le programme de 1970, mais tu sais, ça tient sur quelques lignes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans le programme de 1970 du Parti québécois, c'est le premier point de tout le programme. C'est la question linguistique. Okay. Donc, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y avait une idée très précise de ce qu'il allait faire. Là. On pourra parler des dispositions de la Charte de la langue française, puis on va voir comment ça a été construit. Mais du moins, en 1970, il y avait déjà une pensée politique sur comment on va créer une politique d'aménagement linguistique au Québec. Et justement, donc, en 1976, le Parti québécois prend le pouvoir et là, René Lévesque confie le mandat de réformer la loi 22, c'est ça son mandat, à Camille Lorrain. Pourquoi Camille Lorrain? Pourquoi il lui confie ça à lui? Oui, René Lévesque aurait dit « Docteur, vous allez me corriger ça. » Donc, c'est comme ça qu'il y a « Docteur, vous allez me corriger ça. » Bon, quand on regarde dans les... Je vous dis, là, il n'y a pas de réponse super évidente à cette question. Quand on regarde les mémoires de René Lévesque, ce qui est intéressant de noter, c'est lorsqu'il raconte comment il s'est pris pour former son premier conseil des ministres. Vous l'avez dit vous-même, en 1970, il y a quoi? 6-7 députés. En 1973, 6 députés. Puis là, le Parti québécois prend le pouvoir en 1976 sur la base de 6 députés ou 7 députés qui ont de l'expérience. Il doit former un conseil des ministres. Vous imaginez là, le travail, le casse-tête que ça a dû représenter. Bon, évidemment, il y avait Claude Morin, qui avait de l'expérience dans la haute fonction publique. Il y avait Jacques Parizeau, qui avait de l'expérience dans la haute fonction publique, mais c'était pas des politiciens là, à l'Assemblée nationale, la période des questions, puis il faut faire adopter une motion, puis le jeu de coulisses. C'est pas ça du tout. Donc, dans ses mémoires, René Lévesque, il dit, bon, là, je suis assis, comment je vais faire ça? Il est avec Louis Bernard. Puis là, dans les premières lignes, est nommé Camille Lorrain. Camille Lorrain a une réputation déjà établie de psychiatre. Il a été chef parlementaire du Parti québécois parce qu'il avait été élu là, de 1970 à 1973. Il a été chef parlementaire. Donc, c'est une bonne tête qui a de l'expérience parlementaire. Et ça, en 1976, au Parti québécois, c'est une denrée extrêmement rare. Donc, quand on a un sujet d'une importance aussi capitale que la langue, on ne le donne pas à, probablement, là, je me mets dans la peau de René Lévesque quelques instants, si vous me le permettez, on ne donne pas ce dossier-là là, au premier venu. On regarde les quelques cartes qu'on a dans notre jeu, puis on se dit, ben il y a lui. Puis en plus de ça, il connaît bien les militants, il est bien ancré au Parti québécois, il y a des antennes un peu partout, il connaît différents milieux, il connaît pas juste les militants pour la langue, mais il y a un réseau beaucoup plus vaste. On va lui donner le dossier à lui. En même temps, on disait que c'était quelqu'un d'extrêmement calme. Hein, qui impressionnait par son calme, et on veut même le surnommer, je trouvais ça rigolo en lisant ça, Camomille. Donc, ça donne une petite idée. Et quand même, il faut dire aussi qu'il va porter ce dossier-là sur ses épaules. Hein. Il a dit, écoutez, on va prendre des coups, c'est correct, j'ai le dos large, ça va. Il s'entoure d'une excellente équipe aussi, il faut le dire. Là. Donc, le comité là, qu'il monte. Oui, donc il arrive, je veux dire, il a l'expérience parlementaire, il avait déjà, il connaissait bien le programme, il avait déjà déposé des projets de loi qui touchaient un peu à la langue, qui retrouvaient aussi l'idée d'intervenir un peu de façon
horizontale, une vraie politique linguistique. Et là, il va chercher Guy Rocher, il va chercher Fernand Dumont, sociologue. 2 sociologues dont la réputation est déjà établie, qu'il nomme sous-ministre et sous-ministre adjoint. Donc, il s'entoure de bonnes têtes pour attaquer ce dossier. Puis justement, ils vont réfléchir donc à cette charte de la langue française et quels sont les grands principes sur lesquels ils s'entendent, qui vont s'articuler. OK. Ben, ça part tout du français langue commune, là, si on veut. Là. Donc, l'idée étant qu'il faut trouver des dispositions qui vont cibler des situations où tout le monde va être obligé d'employer le français. Donc, c'est là que la Charte de la langue française innove. Là. Pour la première fois, on dit il y a quelques situations au Québec. Parlez la langue que vous voulez quand vous êtes chez vous, quand vous êtes dans la rue. Là, mais dans ces quelques petites situations-là, tout le monde va être obligé d'utiliser le français. Anglophone, francophone, allophone, que ça vous tente, que ça vous tente pas, c'est un choix de société. L'affichage va être exclusivement en français. Donc, je parle la langue que je veux à la maison, je sors dehors, je suis confronté à de l'affichage. Le signal qui m'est envoyé, ça serait une maudite bonne idée que j'apprenne cette langue-là, parce que manifestement, c'est une langue qui ouvre des portes. Ensuite de ça, la langue des tribunaux. Donc, seule la version française des lois est officielle. Les pièces de procédure doivent être en français. Seule la version française des jugements, seule la version française est officielle. Donc, encore une fois, on envoie le signal que vous voulez défendre vos droits, vous voulez saisir des institutions politiques judiciaires, ben, vous allez être obligé de connaître le français. Mais ça, c'est extrêmement audacieux, on va se le dire, parce qu'on sait très bien que le fédéral ne sera pas d'accord avec ça. Hein? Il savait quand il a mis ça dans... Ouais, bon, ben, sur ce point-là, je suis comme pas d'accord avec Camille Lorrain. Ah. Donc, dans sa biographie, il dit « Ah, je savais que cette disposition était inconstitutionnelle, mais il fallait quand même l'adopter pour envoyer un signal, faire de la pédagogie. » Vous pensez que c'est pas vrai qu'il le savait? Je pense que c'est pas vrai qu'il le savait. Pourquoi? Parce que quand on va revoir les travaux en droit de l'époque, donc la commission Gendron s'était posé la question « Est-ce que nous pouvons décréter que seule la version française des lois est officielle et seule que les pièces de procédure doivent être déposées uniquement en français, que les jugements doivent être en français. Et la majorité des juristes qui ont été consultés dans le cadre de la commission Gendron avaient dit « Oui, c'est possible. Oui, c'est légalement possible. » Donc, si vous me permettez, je comprends là, que Camille Lorrain n'est pas ici pour se défendre. Là. Donc, je vais être prudent. Je sais que Mais il a dit qu'il avait le dos large, on est correct. Ah, OK, bon. Donc, j'ai comme l'impression que peut-être que c'est a posteriori qu'il a indiqué ça, mais quand on regarde les travaux de l'époque, donc la commission Gendron, mais aussi, il y a un article qui avait été publié par Henri Brun, qui est aujourd'hui constitutionnaliste très, très réputé. Là, c'est pas mal le père du droit constitutionnel au Québec, avait écrit un article en regardant là, chaque disposition du projet de loi, voir qu'est-ce qui serait constitutionnel et inconstitutionnel, puis il indique dans son article, là, et lui, il a conseillé le gouvernement en 1977, il dit aussi que ça passerait le test. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que par après, on a reconstruit la situation, mais quand on va lire ce qui s'est dit dans ces années-là, le gouvernement avait de bonnes raisons de croire que ça passait. On va y revenir, de toute façon, à tous les ben pas tous, là, certains des articles, la charte. Mais est-ce que c'est vrai que quand Camille Lorrain et son comité, bon, ils ont travaillé comme en catimini, d'une certaine façon, puis là, ils sont arrivés, ils disent « Voici notre projet ». Puis René Lévesque a dit « Je ne vous en demandais pas tant ». Oui, bon, encore une fois, il y a des versions discordantes, si je peux dire. Dans ses mémoires, René Lévesque dit « Je ne m'attendais pas à recevoir un remède de cheval ». Donc, c'est l'expression qu'il utilise dans ses mémoires. Mais tu sais, ce qui est particulier, c'est que c'est le cabinet du premier ministre qui contrôle l'agenda législatif. Okay? Si le cabinet du premier ministre décide que ça ne sera pas le projet de loi 1, mais parce qu'il faut savoir qu'avant d'être le projet de loi 101, c'était le projet de loi 1. C'était le premier projet de loi déposé par le gouvernement du Parti québécois. Le cabinet du premier ministre, c'est lui qui décide, avec le leader parlementaire du gouvernement, c'est lui qui décide de l'agenda législatif. Si René Lévesque avait voulu que ça soit le 5e projet, le 10e, le 90e, le 500e, ou que ça soit jamais déposé, c'est lui qui décidait. Donc, ce qui est assez particulier, c'est qu'on retrouve plein d'endroits où on constate que René Lévesque est réticent, je ne vous en demandais pas tant,
je ne m'attendais pas à recevoir sur mon bureau quelque chose qui ressemble à un remède de cheval, mais il reste que il accepte que ça soit le premier projet de son gouvernement. Il y a ça premièrement, mais aussi quand on lit, ça c'est un super bon livre pour ceux qui se cherchent une bonne lecture, là. Martine Tremblay, Derrière les portes closes, c'est une bonne brique là, de 500-600 pages sur les gouvernements Lévesque, donc le gouvernement, le premier et le deuxième. Elle explique que le gouvernement de René Lévesque place la Charte de la langue française dans sa stratégie étapiste. Donc la stratégie étapiste, c'est on est élu, nous on veut faire l'indépendance du Québec, on regarde les sondages, on n'a pas les appuis. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va en donner là, au maximum 1976, 77, 78. On va démontrer à la population là, qu'on est les meilleurs. Là. Le zonage agricole, la loi sur la protection du consommateur, la charte de la langue française, un peu plus tard, la politique culturelle, l'entente Colonne-Couture sur l'immigration, la loi anti-SCAB, la loi sur l'assurance automobile. Donc, on nationalise l'indemnisation des accidentés de la route. Ça, là, ça se passe tout pendant les 2 premières années. Donc, la Charte de la langue française est un morceau, peut-être le morceau le plus important de la stratégie étapiste. Là. Je veux dire, le geste d'affirmation, là, voyez, on est capable, on est les meilleurs, puis voyez, la prochaine étape, c'est le référendum qui s'en vient. Donc, le gouvernement de René Lévesque accepte que ce soit le projet de loi 1, place la Charte de la langue française au cœur de sa stratégie étapiste, puis ensuite de ça, on serait un peu réticent. Ce que j'essaie de dire, là. Mais que c'est pas un aboutissement. La loi 101 n'est pas un aboutissement. Dans le fond, c'est une étape parmi tant d'autres pour favoriser comment dire, l'identité des Québécois, la promouvoir, etc. Oui, ben c'est des mots qu'il va utiliser, là. Ce qui veut dire aussi, c'est que c'est une étape au sens où la loi n'est pas tout. T'sais, le législateur ne peut pas tout régler. Quelque part, il faut que les corps intermédiaires prennent leurs responsabilités. Il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités. Il faut que les Québécois prennent leurs responsabilités. C'est un peu le gouvernement qui agit comme leader sur la question puis qui veut que tout le monde embarque. Donc, c'est une étape au sens où la loi ne va pas tout régler. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est une étape au sens où, dans la stratégie étapiste, ça nous mène vers la prochaine étape. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que René Lévesque, selon beaucoup de témoignages, est un peu incertain relativement à certaines dispositions, et ça, c'est affirmé, c'est documenté. Et d'un autre côté, on a plein d'indices qui nous amènent à penser que finalement, René Lévesque, ça faisait bien son affaire. T'sais. Il laisse ça passer, puis finalement, beaucoup plus tard, il va venir défendre les dispositions de la Charte sur l'usage du français exclusif dans l'affichage. Donc, s'il y a bien une disposition dans la Charte de 1977 qui peut être symboliquement sujet à discussion, je dirais que c'est peut-être celle-là. Et pourtant, René Lévesque arrive derrière, puis il dit non, c'est vraiment important qu'on conserve ces dispositions. Pourquoi? Parce que ça confirme auprès des francophones le sentiment de confiance. On est chez nous, puis le français est bien affirmé sur notre territoire. Ça envoie le message aux anglophones que c'est une bonne idée d'apprendre le français pour l'utiliser comme langue commune. Puis ça indique aux allophones qui ont intérêt ou que le projet qu'on a ensemble, c'est que les écoles françaises seront les écoles d'intégration. Oui, justement, parlons-en des écoles. C'est quand même un dossier super important dans la Charte de la langue française. Donc, qu'est-ce que dit la loi 101, la clause Québec? C'est quoi exactement? Parce qu'elle va changer, elle va évoluer beaucoup avec le temps vers les écoles passerelles et tout ça. Il faut dire que la clause Québec, juste avant d'embarquer sur ce qu'elle dit précisément en 1977, c'est assez intéressant là, comment ça va être pensé. C'est une idée de Guy Rocher. Parce que depuis 1970, le Parti québécois disait les nouveaux arrivants devront envoyer leurs enfants à l'école en français. Mais comment on fait ça? T'sais, quels critères, sur quoi on se base? Guy Rocher est sous-ministre. Il se casse la tête avec ça. Là. Tout le monde attend Camille Lorrain sur cette disposition. On se souvient de la crise de Saint-Léonard, on se souvient des dispositions controversées de la loi 22. Il faut qu'il trouve quelque chose là, qui va fonctionner, qui va régler le problème. Et il explique que c'est en soupant avec sa famille que là, il partage un peu ses réflexions avec sa famille. Puis sa fille va dire « Ah oui, mais est-ce qu'on sait si les parents sont aussi allés à l'école anglaise? »
Donc, elle va tout simplement poser la question, puis là, il va avoir un moment d'euphorie chez Camille Lorrain. Il va appeler il va chez Guy Rocher. Il appelle Camille Lorrain, puis il dit « Je pense que je l'ai trouvé. » Dans le fond, il faut retracer. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est préserver les institutions anglophones pour les héritiers de l'école anglophone. Qui sont les héritiers? Bien, ceux qui étaient là avant. Donc, on est capable d'aller dans le passé, puis d'aller fouiller. Puis Guy Rocher explique qu'il va faire quelques coups de téléphone là, dans des commissions scolaires puis dans des écoles pour savoir si les écoles conservent les dossiers des anciens élèves. Et oui, on conserve les anciens dossiers. Donc, c'est ce qui va devenir la clause Québec. La clause Québec disant peuvent envoyer leurs enfants à l'école en anglais au Québec. Les parents qui ont eux-mêmes reçu l'enseignement primaire en anglais au Québec. Ouais. C'est tout. Au Québec, c'est ça, pas au Canada. C'est ça qui va changer non, aussi. Non, c'est ça. Puis ça, c'est une disposition qui rendait dubitatif René Lévesque. Ah oui, pourquoi? Lui, il préférait la clause Canada. Donc, lui, il préférait... il voulait pas... il trouvait que c'était trop controversé. Restrictif? Ouais. Je sais pas si j'utiliserais ce mot-là. Je dirais plus controversé. Il trouvait que c'était trop controversé que de couper la minorité anglophone d'avec le reste des anglophones du Canada. Donc, il disait on devrait comme permettre la mobilité. Et ce que Camille Lorrain va permettre, donc ça va remonter dans le projet de loi. Entre le projet de loi 1 et le projet de loi 101, on va ajouter une disposition qui dit le gouvernement du Québec peut conclure des accords de réciprocité avec les autres provinces. Puis en cas d'accord, ben, les parents, disons qu'il y a un accord de réciprocité avec la Saskatchewan, ben, s'il y a des gens de Saskatchewan qui déménagent au Québec, qui ont reçu l'enseignement en anglais, ils pourront aussi eux-mêmes envoyer leurs enfants à l'école anglaise au Québec. Donc, comme une sorte de clause Québec, mais ce qui est intéressant, c'est que... donc là, je vais être défenseur de René Lévesque il y a quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est que ça place le gouvernement du Québec au centre du jeu. Donc, il devient si on veut, le premier leader en matière de francophonie canadienne. Donc, il dit, donc, on peut conclure des accords de réciprocité. Ça disait qu'en échange, il fallait que la province anglophone donne des services équivalents à leur minorité francophone, équivalents à ce qu'on retrouve au Québec. Donc, c'est comme si ça place le gouvernement du Québec avec un levier politique quand même intéressant. Je veux qu'on parle, bon, évidemment, il va y avoir l'affichage public en français, aussi les communications au sein des entreprises en français, etc. Comment réagit l'opposition, donc le Parti libéral et l'Union nationale? Comment oui, donc le Parti libéral, lui... faut savoir qu'il semble quand même encore attaché à la loi 22. Donc, il reconnaît qu'il y a des trucs qui pourraient être corrigés, mais c'est comme s'il sent que le gouvernement du Parti québécois est en train de lui enlever le mérite d'avoir fait le premier pas. Donc, tu sais, je vous disais que c'est probablement notre première vraie loi linguistique au Québec, c'est la loi 22 de Robert Bourassa. Donc là, le projet de loi 1 écrit noir sur blanc, on abroge la loi 22, puis voici ce qu'on propose. Donc, on sent que le Parti libéral sent qu'on est comme un peu en train de lui voler son bébé. Mais les débats sont intenses en Chambre. Là. Les débats sont intenses, puis tu sais, il y a beaucoup d'attaques politiques, là, au sens où le Parti libéral dit qu'il est contre parce que c'est une loi séparatiste, donc c'est les mots qu'il emploie. C'est une loi séparatiste. Là, avec la clause Québec, vous allez finalement construire une frontière entre les Anglo-Québécois puis la majorité anglophone. Donc, dites-le donc, vous êtes des séparatistes. Mais eux, ils veulent le libre choix? Ils préféraient le libre choix? Non, mais eux, ils disent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, ils reconnaissent que la loi 22, donc le fameux article 41 que je vous ai tous suggéré d'aller lire, là, en deux alinéas sur la connaissance suffisante, reconnaissent que l'idée des tests linguistiques puis la publicité qui vient avec ça, là, aider votre enfant à passer les tests pour que vous puissiez... donc, ils reconnaissent là, que c'est pas super, ils proposent rien en retour, mais ils veulent pas là, qu'on remplace leur loi par une nouvelle, puis qu'on abroge la leur. Ils préféreraient là, une approche un peu plus chirurgicale. Donc, il y a ça, puis ils sont aussi contre la loi, les dispositions sur la législation et la justice. Là, je vous disais, là, seule la version française est officielle.
des lois. Seule la version française des jugements est officielle. Ça, il disait, là, ça contrevient à la Constitution canadienne. Est-ce que vous voulez faire? Puis là, juste, Et là, il va y avoir toute de la promotion qui va être faite. On va rencontrer, Camille Lorrain, entre autres, part dans les régions. On va rencontrer des gens pour en faire la promotion. Il y a le livre blanc aussi. Il y a le milieu des affaires qui réagit aussi. Alors, c'est quoi, en général, dans la population, l'opinion publique, comment elle réagit face à la loi 101? Il y a des sondages à l'époque. C'est plus rare, les sondages à l'époque, quand on essaie de trouver les sondages. C'est pas comme aujourd'hui, là, on est bombardé de sondages assez souvent. Mais il y a des sondages à l'époque qui indiquent que, du moins, les Québécois francophones sont à 65% en faveur du projet de loi 101, donc avant son adoption. Donc, ça a été sondé là, durant l'été 1977. Ce serait 65% des Québécois francophones qui étaient en faveur. L'appui parmi les francophones était encore plus fort à Montréal qu'en région, parmi les francophones. Donc, les francophones à Montréal étaient encore plus favorables au projet de loi 1 et 101 que les francophones dans les régions. Il va y avoir des lettres d'appui, là, c'est assez... tu sais, aujourd'hui, là, un ministre qui dépose son projet de loi rêverait là, d'avoir l'appui de Maurice Richard. Eh bien, Maurice Richard a appuyé la loi 101. Donc, Maurice Richard a appuyé la loi 101. Il y a beaucoup de gens connus, là, Félix Leclerc, des historiens, le recteur de l'Université de Sherbrooke. Il y a beaucoup de prise de parole, là, mais quand on voit que Maurice Richard appuie qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux dire, c'est le rêve de tout politicien. En même temps, du côté du monde des affaires, c'est pas le même genre d'appui, là. Non. Puis, tu sais, Camille Lorrain va quand même... C'est comme s'il s'était dit « Je n'aurai pas l'appui nécessairement de ces gens-là. Je vais quand même aller à leur rencontre. Je vais leur expliquer. » Il va garder le cap, c'est-à-dire des dispositions exécutoires avec des sanctions pénales, une procédure de francisation pour les entreprises de 50 employés et plus. Donc, avec des amendes si on s'y conforme pas. Avec des amendes. Donc, il garde le cap. Il va apporter quelques petits aménagements, disons, comme par exemple, il y a une disposition qui va apparaître là, entre le projet de loi 1 et le projet de loi 101 pour les sièges sociaux. Donc, il va permettre à l'Office de la langue française de signer des ententes particulières, donc c'est l'expression, entente particulière, avec les sièges sociaux, mais pas avec l'ensemble du siège social, juste pour l'unité à l'intérieur de l'entreprise qui sert du contact avec l'étranger. Puis, à l'intérieur de l'entente particulière, ça pourra fonctionner exclusivement dans une autre langue que le français. Ça, il l'avait fait, j'imagine, après qu'il ait envoyé des gens d'affaires comme des Brian Mulroney, Daniel Johnson à ce moment-là, Pierre Desmarais en Europe, ouais, ça c'était des sièges sociaux. Là. Ça concorde. Mais tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une disposition très, très, très précise qui est encore dans la loi aujourd'hui. Donc, la possibilité d'entente particulière. Donc, j'ai vérifié. Aujourd'hui, il y a 32 entreprises qui ont des ententes particulières au Québec. Mais c'est vraiment là... Tu sais, disons que vous avez Bombardier Aéronautique, une entente particulière. C'est pas pour tout ce que Bombardier fait. C'est uniquement pour l'unité qui sert de contact avec les entreprises étrangères. Et là, bon, la charte est sanctionnée le 26 août 1977. Or, en vertu de la loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau à Ottawa aurait pu se prévaloir d'une certaine mesure qui lui permet d'annuler la loi. Et il ne le fait pas. Pourquoi? Oui, donc le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau va finalement décider d'avoir la stratégie de la patience. Donc, il va avoir des appels à utiliser le pouvoir de désaveu. Donc, dans la loi constitutionnelle de 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique de l'époque, il y a une disposition qui est encore en vigueur aujourd'hui qui dit que le Parlement fédéral, dans l'année suivant l'adoption d'une loi, peut la désavouer, donc peut l'annuler. Ça a déjà été fait? Ça a déjà été fait. J'ai la statistique ici, si vous me permettez de vérifier dans mes notes. Là, parce que je la cherche, je la trouverai pas, évidemment, c'est toujours comme ça. Mais c'est pas grave, ça a donc, déjà... oui, de mémoire, là, le pouvoir de désaveu a été utilisé 140 fois dans l'histoire canadienne. La dernière fois, c'était en 1943. Et la dernière fois, pour une loi québécoise, c'était en 1910. Donc là, on est en 1977. Ça fait déjà 20, 30, 35 ans que le pouvoir de désaveu n'a pas été utilisé. On comprend que c'est comme un reliquat là, de l'ancien Canada, là, un peu de la période britannique, là, si on veut. Ça ne concorde plus vraiment avec nos idéaux démocratiques aujourd'hui. Donc, Pierre Elliott Trudeau, alors que, vous voyez, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau était même en désaccord avec la loi 22 de Robert Bourassa, et il avait même indiqué quelque chose comme « Je n'utiliserai pas mon pouvoir de désaveu ».
Ah, donc, vis-à-vis il s'en est vanté. Il s'en est vanté d'avoir le pouvoir de désaveu, mais il ne l'utilisera pas. En 1977, il ne le mentionnera pas. Il va plutôt être patient. Évidemment, il va utiliser des termes assez durs. Là. La loi 101, c'est une loi là, qui va établir une société ethnique et monolithique et où dominera une seule langue. Il va employer des mots là, assez forts. N'utilise pas le pouvoir de désaveu, va avoir la stratégie de la patience, va mettre sur pied là, dans les mois suivants le programme de contestation judiciaire. Il va financer les contestations. Le gouvernement fédéral va financer les contestations contre la Charte de la langue française, sera patient et attendra le fameux rapatriement de 1982 pour ajouter de nouvelles dispositions dans la Constitution pour être en mesure de mieux outiller les adversaires de la Charte. Il y aura un impact politique, il faut le dire. Hein? Il va y avoir un certain exode des anglophones dans ces années-là. Est-ce que c'est à l'époque de la loi 101 que les anglophones prennent véritablement conscience qu'ils sont une minorité politique? Ouais, mais c'est sûr que pour les Anglo-Québécois, c'est comme une nouvelle donne, là, si on veut. Là. Puis tu sais, c'est pas juste la Charte de la langue française. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout le contexte. Ouais. Pour la première fois, là, ça va me permettre de citer Camille Lorrain. Camille Lorrain, le gouvernement du Parti québécois prend le pouvoir. On est en novembre 1976, arrive sur la scène et il dit « Voici le gouvernement que les Québécois attendent depuis 250 ans. » Tu sais, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a la Charte de la langue française, mais c'est tout le contexte. C'est la première fois que le Québec porte au pouvoir un parti souverainiste. Il y a un référendum qui s'en vient. Le mouvement souverainiste, là, si on remet ça dans un temps un petit peu plus long, là, depuis les années 60, l'appui là, pour le Parti québécois ne cesse d'augmenter et l'appui pour la souveraineté aussi. Donc, les Anglo-Québécois, pour eux, c'est une nouvelle donne, pas juste par rapport à la langue. C'est une situation complètement inédite. Si on remonte juste une décennie ou deux, on regarde les statistiques là, de la commission Laurando-Dunton, la commission Gendron, on a une communauté qui était économiquement toute puissante et qui, là, en quelques années, là, se retrouve complètement déstabilisée. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Charte de la langue française est comme un élément supplémentaire dans tous ces événements-là qui va amener à une très forte réaction là, En plus du fait, il faut le dire aussi, bon, il y a 131 000 personnes anglophones qui quittent le Québec entre 76 et 81, selon José Legault et Gary Caldwell. Mais il faut dire aussi, on va le dire quand même, qu'à Toronto aussi est une métropole. Et donc, elle attire des gens de partout. Au Canada aussi, il faut quand même. Oui. Puis tu sais, peut-être que ça a accéléré. En fait, ce que les recherches nous démontrent, c'est que ces événements-là ont accéléré des tendances qui existaient déjà. Ouais. Parlons de l'après-charte. La loi est contestée. Quel est le premier groupe qui va se rendre devant les tribunaux pour la contester? Les premières dispositions qui vont être attaquées dès le lendemain matin, c'est les dispositions sur la langue de la loi et la langue des tribunaux. C'est l'arrêt Blakey. C'est un arrêt qui va venir complètement invalider tout le chapitre sur la langue de la législation et de la justice dès 1979. Donc, on est seulement 2 ans après. Donc, c'est les premiers. Ce qui est intéressant, là, quand vous m'avez posé un peu plus tôt la question, quelles sont les dispositions les plus importantes ou les plus fortes, les dispositions fortes, je vous avais parlé de l'affichage, où c'est un lieu ou une situation où le français va pouvoir occuper toute la place. L'affichage exclusivement français. C'est comme ça qu'on fait une langue commune. Tout le monde est confronté au français, est obligé de l'apprendre, obligé de le maîtriser, obligé de le partager, obligé de l'utiliser. Oui. Donc, on a l'affichage, on a l'école, où on vient encadrer assez restrictivement l'accès à l'école anglaise, puis tous les autres ils vont aller à l'école française. Donc, législation, justice, affichage et école. Les 3 dispositions, probablement, si vous me demandez quelles étaient les 3 dispositions les plus importantes de la Charte de la langue française, je vous dirais celle-là, parce que c'est les 3 Celle-là, laquelle, celle-là? Législation, justice, école, affichage. OK, les 3. Je vous dirais les plus importantes, parce que comment on fait une langue commune? Ben, il faut qu'il y ait des situations où tout le monde utilise le français. Puis c'est en additionnant ces situations où tout le monde est obligé d'utiliser le français qu'on crée une langue commune, on la renouvelle, on la met sur pied. C'est en additionnant ces lieux-là. Donc, c'est pas surprenant que les premières contestations vont porter sur ces dispositions-là. Donc, Blakey en 1979, Québec Protestant School Boards sur l'éducation en 1984,
et l'affichage, l'arrêt Ford, le fameux arrêt Ford, en 1988. Donc, les 3 premières décisions de la Cour suprême portent sur les 3 dispositions, mesures de la Charte de la langue française qui sont les plus fortes. Et il va y avoir une refonte donc, de la Charte très importante en 1993. Est-ce que, quand on regarde ça, on le disait au tout début, je le disais, 10 jugements rendus par la Cour suprême, les tribunaux supérieurs du Québec, 28, etc. Est-ce que il n'y a pas des failles, dans le fond? C'est ça, au moment de la rédaction de la Charte, est-ce qu'il n'y avait pas des erreurs pour qu'il y ait autant de contestations par la suite? Oui, bien, comme j'essaie d'indiquer précédemment, moi, j'hésiterais, là. J'accepterais pas de dire qu'il y avait des failles en 1977. Quand on regarde les travaux là, de l'époque, tout indiquait là, que c'était juridiquement très solide. Les parlementaires, Camille Lorrain, son équipe, ne pouvaient pas prévoir la direction que la jurisprudence allait prendre, ne pouvaient pas prévoir le rapatriement constitutionnel de 1982. C'est des choses qui n'étaient pas nécessairement sur le radar. Donc là, si on dit qu'il y a des failles, c'est comme si on leur reproche de ne pas avoir eu une boule de cristal, puis de ne pas avoir été en mesure de voir ce qui allait venir. Mais le projet était juridiquement très solide. Et il n'y avait pas encore la Charte des droits et libertés de la personne au Canada. Celle du Québec, mais pas celle du Canada. Il n'y avait pas celle du Canada encore. Donc, c'est ça le rapatriement constitutionnel. C'est une formule d'amendement, puis une Charte des droits qui peuvent être utilisés par les individus puis les entreprises. Mais, tu sais, ce que j'ai envie de dire, c'est que devant une contestation, faille ou pas, j'ai comme l'impression que les tribunaux ne comprenaient pas la Charte ou n'étaient pas outillés pour la comprendre ou n'ont pas été construits pour la comprendre parce que quand il y a quelqu'un qui conteste la loi puis qui dit « Hey, parce que quelqu'un qui conteste la loi, c'est ce qu'il dit « Hey, moi, on m'a forcé à utiliser le français dans telle situation, j'aurais donc aimé utiliser une autre langue. » On a envie de dire « Ben bravo, merci, c'est justement ça le but. » Je veux dire, vous êtes en train d'attester que la Charte de la langue française fonctionne. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, d'un regard de non-juriste, donc disons que je sortais d'un débat de droit, là, puis de charte, puis etc., là, c'est ce que je vous dirais. Je vous dirais, on conteste, c'est un individu qui utilise des droits individuels ou une entreprise qui utilise des dispositions de la Constitution canadienne, puis il dit, moi, je suis pas content, j'aimerais ça utiliser l'anglais, j'aimerais ça utiliser une autre langue que le français, puis là, la Charte m'oblige à utiliser le français. Ben... Merci. Hey, je veux dire, vous êtes en train d'attester que la Charte de la langue française fonctionne. Donc, j'irais pas dire faille. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne pouvait pas prévoir le futur. Puis, à travers le discours des contestataires, si je sors de mon rôle de juriste, j'aurais juste envie de dire merci, vous êtes en train d'attester que le législateur a visé juste et qu'il est en train de faire du français la langue commune. C'est très important qu'on prenne le temps de parler du legs, du legs de la loi 101. Je disais d'entrée de jeu que ça avait profondément transformé la société québécoise malgré toutes les contestations qui ont eu lieu, etc. C'est quoi le plus grand legs de la loi 101? Oh, ça, c'est une immense question. Tu sais, quand on remet ça... Quand on met ça dans le temps plus long, tu sais, évidemment qu'il y a eu beaucoup d'autres gestes d'affirmation de la nation québécoise extrêmement forts. Tu sais, évidemment qu'on connaît l'hydroélectricité. C'est quoi les autres gestes, là? On les connaît, là. La loi sur l'impôt. En fait, la série, les 12 lois qui marquent le Québec, ce que vous faites, c'est un peu ça. Ce que vous faites à la Fondation Lionel Groulx, c'est que vous faites remonter à la surface la loi sur les CPE. Vous faites remonter à la surface plein de gestes extrêmement forts posés par nos plus importantes institutions politiques pour affirmer l'existence de la nation québécoise. La Charte de la langue française est un de ces éléments-là. Mais ce que j'aimerais dire, donc je veux pas jouer à la compétition, là, qu'est-ce qui était plus fort. Mais la question des écoles, quand même, ça a été très, très important. Aujourd'hui, qu'il y ait autant d'enfants, d'immigrants qui puissent aller à l'école française, c'est quand même un acquis, si ça c'est évidemment, on en a restreint la portée, qu'il y a des écoles passerelles, etc. Oui, mais ça, c'est la disposition qui a eu un effet indéniable, là, dans les années 70, ça, c'est les statistiques du ministère de l'Éducation. 89,9 %, donc c'est la statistique juste, 89,9 % des immigrants allophones choisissaient l'école anglaise pour leurs enfants, donc à Montréal, 89,9 %. On n'est pas là, dans une statistique là, un peu limite, là, 90 % là, je veux dire. Aujourd'hui, en 2015, pas aujourd'hui, mais en 2015, selon l'OQLF, c'est 11 % seulement. C'est complètement
la situation s'est complètement inversée là, en quelques années. Mais ce que la Charte de la langue française a fait, là, comparativement à toutes les autres mesures fortes que nous déterrons grâce à la Fondation Lionel Groulx, c'est qu'elle a fait ce que les autres autour de nous ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire nationaliser l'électricité, mettre sur pied des garderies. Ce sont des super mesures, mais on aurait pu les voir aussi en Ontario ou au New Hampshire. Par contre, la Charte de la langue française, dire ici, ça va être le français, c'est une société française, ça va se voir partout. Ça, on est les seuls à pouvoir le faire, puis on le fait. Mais en fait, la loi 101, c'est plus qu'une loi, c'est un projet de société, dans le fond. Exact, et c'est pour ça, probablement, qu'elle porte le titre de charte. Une charte, ça aurait pu être la loi sur la langue française, ça aurait pu être la loi sur... Mais tu sais, l'idée d'avoir une charte, il faut dire qu'à l'époque, là, c'était pas un mot qui était très courant. Là. Il n'y avait que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'était avant la Charte canadienne, c'était avant d'autres chartes. Donc, c'était la deuxième fois. Et c'est pour deux raisons. La Charte de la langue française, pourquoi on l'appelle charte? Parce qu'elle porte sur beaucoup ou tous les aspects de la vie publique, comparativement aux autres lois. Les autres lois qui interviennent sur des trucs vraiment précis. La Charte de la langue française intervient sur tout. Donc, c'est un projet de société, mais aussi en l'appelant charte. Puis ça se retrouve dans le livre blanc de Camille Lorrain. On vient indiquer qu'on ajoute, à côté de la Charte des droits et libertés de la personne, des droits collectifs. Donc, on a des droits individuels et on vient compléter les droits individuels par des droits collectifs. Donc, on l'appelle charte un peu pour répondre à la Charte des droits et libertés de la personne. Éric, je voudrais qu'on parle de la situation actuelle. Donc, il y a eu la loi 96 qui a été adoptée par le gouvernement Legault, donc qui s'appelle la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui impose, entre autres, des quotas d'étudiants au collège anglophone, qui oblige leurs élèves à réussir des tests, des examens de français pour obtenir leur diplôme. Il y a beaucoup d'anglophones qui sont mécontents, mais il y a aussi beaucoup de francophones qui sont mécontents, qui voudraient étendre la loi 101 au collège, au cégep. Vous, est-ce que vous trouvez que la loi 96 va assez loin? OK. Ben là, je vous dirais que c'est pas nécessairement à moi à répondre à cette question-là. Mais ce que je peux vous dire, par contre, si on reste factuel, là, oui, la loi 96 intervient sur les cégeps, mais elle rend les droits linguistiques fondamentaux exécutoires. Donc, Camille Lorrain avait dit en 1977, on a des droits linguistiques fondamentaux. Être informé et servi dans les commerces en français, le droit de travailler en français, le droit de s'exprimer en français, en assemblée délibérante, par exemple, dans son syndicat de copropriétaires. Les tribunaux ont décidé que c'était pas exécutoire, donc que c'était que déclaratoire, que ça n'était qu'une continuité du préambule. Donc, on peut pas saisir ces droits-là pour faire respecter nos droits. La loi 96 vient dire, vous pouvez saisir les tribunaux pour faire valoir ces droits-là. Elle donne la primauté au texte français des lois lorsque les règles d'interprétation sont pas suffisantes pour répondre à une discordance entre la version française et anglaise. Elle va dire tous les jugements de nos tribunaux doivent être en français. Les pièces de procédure déposées devant les tribunaux doivent être en français. L'État va être exemplaire, donc en principe, l'État va utiliser que le français. Les communications des autres professionnels avec leurs membres vont être exclusivement en français. On va venir restreindre la possibilité pour les employeurs d'exiger une autre langue que le français à l'embauche. On va venir dire que les employeurs doivent communiquer en français avec leurs employés pris collectivement, donc le personnel pris collectivement, mais aussi individuellement. On ramène la nette prédominance dans l'affichage à partir de 2025 pour ce qui est de l'affichage des marques de commerce, donc nette prédominance. Mais pourquoi pas le cégep en français? Ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'indiquer, puis là j'aurais pu continuer encore, mais j'accepte qu'il reste 3 minutes. J'accepte de danser là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que quantitativement, OK, en nombre d'articles, en nombre de pages, en nombre de nouveaux chapitres, en termes de nouvelles dispositions, le projet de loi 96 va beaucoup plus loin que tous les autres projets de loi depuis 1977. Ça, quantitativement, là, personne ne va réussir à dire le contraire. Quantitativement, jamais, 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 on s'est rapproché depuis 1977 d'une loi qui touche autant de sujets. Maintenant, est-ce que c'est suffisant?
Est-ce que c'est insuffisant? Est-ce que ça aurait pu aller plus loin? Est-ce que ça aurait pu aller moins loin? Là, j'imagine que nos auditeurs ont une opinion là-dessus. Je vais les laisser librement partager leur opinion. J'ai envie de vous poser une dernière question en terminant. Est-ce qu'une des conséquences non prévues dans le fond de la loi 101, ça n'a pas été de faire en sorte que les Québécois francophones croient aujourd'hui que la langue française, elle est protégée à jamais? Ouais, ça, c'est une bonne question. Je vous dirais que certains ont dit que la Charte de la langue française a un peu coupé les ailes à tout un mouvement en venant sécuriser trop de monde. Mais tu sais, moi, je reviens à ce qui était... Si on le situe dans la stratégie étapiste, là, tu sais, c'était un geste très fort pour poursuivre un élan qui était déjà entamé là, depuis la Révolution tranquille. Maintenant, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça a été un plaisir, Éric. Je veux mentionner aux gens, hein, vous avez écrit 2 livres, on l'a dit au début, La Charte de la langue française qu'il reste de la loi 101, 40 ans après son adoption, préfacé par Guy Rocher, chez Septentrion. Et plus récemment, en 2022, vous avez sorti Le piège des langues officielles, Québec et minorités francophones dos à dos, préfacé par Benoît Pelletier, donc aussi chez Septentrion. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est L'embarras des langues, origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise de Jean-Claude Corbeil, publié chez Québec Amérique. Et tant qu'à parler des préfaces, c'est préfacé par Louise Baudouin. Ça a été un plaisir, maître Éric Poirier. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci. Merci.